très souvent, quand je vois une personne qui commence à toucher quelque chose de vrai à l'intérieur de elle, puis qui arrive à un seuil, puis à deux doigts, en fait, d'un grand bouleversement, d'une ouverture ou d'un vrai passage vers elle-même, elle va faire quelque chose pour l'empêcher. Que ça soit un geste petit ou grand, mais qui fait en sorte, en quelque sorte, que la porte se ferme pour l'instant, qui bloque tout, puis le mouvement d'avancement qui a été activé. Puis j'ai vu ça là, tellement de fois que je saurais les compter, que ça soit en moi, que ça soit autour de moi, que ça soit chez les étudiantes, les clientes. Puis c'est vraiment frappant, comme si juste au moment où on est sur le point d'entrer dans notre réelle puissance, bien, on recule. Puis on se tire une balle dans le pied, puis on détruit finalement ce qui est en train d'être construit. Puis on peut se demander, mais pourquoi? Pourquoi on fait ça? Pourquoi on sabote ce qui compte en fait le plus pour nous? Pourquoi, alors qu'on dit vouloir changer, grandir ou se libérer? Pourquoi à ce moment-là, on bloque ou on fuit ou on revient en arrière? Ce qu'on appelle auto-sabotage, c'est un mécanisme qui est complexe puis qui est enraciné en fait dans notre structure intérieure. Puis c'est la partie de nous qui s'accroche au connu, à ce qu'on connaît. Mais même si ce connu-là nous fait mal, même s'il n'y a absolument rien d'optimal avec celui-ci, parce que c'est familier, parce que c'est stable, puis parce que ça donne une certaine couleur à notre identité auquel généralement on est attaché. Et changer, mais c'est entrer dans une zone où on ne sait pas encore qui on est. C'est risquer de perdre, en fait, tous nos repères. C'est remettre en question des rôles auxquels on s'est identifié toute notre vie. Puis ça, c'est vertigineux en soi. Et on préfère souvent rester dans l'ancien, dans cette souffrance-là qui est connue, ou dans l'idée qui nous protège, que d'oser rentrer en relation avec l'inconnu. Parce que l'inconnu, c'est aussi plein de promesses soit-il, contient une forme de vide, puis ce vide-là, il nous terrifie. Mais il y a une autre couche en dessous, puis qui est souvent le cas que si on se sabote, mais c'est pas simplement par confort pour aller vers ce qu'on connaît, mais c'est parce qu'on croit au fond de nous que ce qu'on est mauvais et inacceptable, indigne. Il y a une honte qui est présente au plus profond de soi. C'est une croyance qui est vraiment ancienne, qui est parfois invisible, mais qui est bien active. Et on a intégré souvent très tôt que certaines parties de nous étaient à rejeter, qu'elles faisaient honte, qu'elles devaient être cachées à tout prix. Alors à ce moment-là, on a appris à se couper, puis à refouler, puis on a enterré certaines parties profondes de nous-mêmes, puis on s'est construit une personnalité acceptable, adapté à ce que le monde voulait voir de nous. Et on n'a tellement pas eu de modèle pour arriver à comprendre ces parties de soi qui sont souvent en fait nos plus grandes forces, mais tellement à l'opposé de l'image qu'on projette, qu'on s'est bâti ou de l'idée qu'on croit être. Mais tout ce qu'on refoule continue d'exister à l'intérieur de soi, dans l'ombre, dans nos réactions, dans nos blocages, dans nos sabotages. Puis c'est souvent ces parts-là qu'on a jugées comme mauvaises parce qu'elles sont puissantes, et puis brutes, puis incontrôlables, qui justement sont à l'origine finalement de nos élans de vie les plus forts, puis les plus vrais. Mais on les a tellement rejetés qu'on les craint, puis on les combat, puis on les projette aussi souvent sur les autres. Donc quand une situation de croissance réelle arrive, puis qu'il y a une opportunité d'ouvrir une nouvelle porte, ces parts-là vont remonter. Elles veulent sortir, elles veulent être vues, être intégrées. Et notre réflexe immédiat, ça va être de les juger, puis de les repousser, puis de tout bloquer, parce qu'on croit que c'est elles qui sont le problème, mais en réalité, c'est notre rejet d'elles qui nous maintient fragmentés, puis qui nous fait en fait violence. C'est là que commence le véritable travail, parce que se connaître, c'est pas seulement mettre en lumière ce qu'on aime à l'intérieur de soi, c'est en fait descendre dans les zones qu'on préfère généralement éviter, celles qui nous font honte, celles qu'on trouve dangereuses ou faibles ou ridicules ou trop. Puis c'est aller voir ces parts-là qu'on a jugées, qu'on a écartées, qu'on a même diabolisées souvent, puis de commencer à les écouter. Puis beaucoup de gens vont penser que guérir, c'est retirer ce qui est mauvais, ce qu'on pense qui est mauvais en soi, mais cette approche-là va en faire renforcer la division interne, va nous rendre encore plus durs envers soi-même, encore plus tranchants, puis va renforcer ce regard-là de condamnation. Puis ça nous coupe, en fait, de notre véritable puissance réelle. Et on doit devenir à ce moment-là une version tellement limitée de soi-même pour, justement, l'éviter.
Alors que l'amour de soi, le vrai, c'est pas aimer seulement ce qu'on trouve joli. C'est pas s'accepter seulement à la surface. C'est avoir le courage de se rencontrer tout entier. Donc, c'est reconnaître que chaque part de soi a une raison d'exister, même les plus sombres, même les plus bruyantes, même celles qu'on ne comprend pas encore. Et que dans notre vision limitée des choses, on va juger. Elles ne sont pas là pour nous détruire. En fait, elles sont là parce qu'elles ont été blessées, torturées, rejetées. Puis elles cherchent à retrouver leur juste place. Et c'est une énergie qui s'est mise à s'exprimer de cette façon-là dans le temps. Ça n'a pas toujours été le cas. Mais l'énergie, aussi brute soit-elle, n'est pas mauvaise en soi. Au contraire, en fait, c'est simplement qu'elle a été mal canalisée parce qu'elle est enfouie, incomprise. Donc, guérir, c'est pas effacer, c'est en fait réintégrer, c'est mettre de l'ordre, c'est retrouver la fonction juste de chacune de ces parties-là en soi. C'est pas les laisser nous gouverner ou prendre le contrôle de notre vie, mais pas les fuir non plus. Puis c'est ça qu'on appelle l'intégration. C'est ça, en fait, le véritable sens de l'intégrité. C'est retrouver l'unité, puis la cohérence, puis la paix intérieure parce qu'on ne cache plus rien, parce qu'on n'a plus rien à fuir, parce qu'on apprend à vivre avec tout ce qu'on est. Et oui, on s'entend, ça prend du courage, puis ça demande du travail. Mais ce travail-là, il libère, parce qu'on arrête enfin de se trahir, parce qu'on arrête de saboter ce qui compte le plus pour nous. Puis on sort de ce cycle-là de fuite, puis on prend petit à petit notre place dans notre propre vie. Et c'est là qu'on découvre en fait ce qui est véritablement l'amour-propre, puis l'amour de soi. C'est pas une pensée positive qu'on va se répéter devant le miroir, là, t'es belle, t'es bonne, t'es capable. C'est pas une belle phrase non plus pour calmer le doute ou l'anxiété, mais c'est aimer ce qu'on est vraiment, c'est avoir le courage de rencontrer tout ce qui vit en nous, même ce qui dérange, même ce qui fait peur, même ce qu'on voudrait encore cacher. Puis c'est arrêter en fait de se fuir, puis arrêter de se punir, puis de croire qu'on ne mérite pas la beauté au fond. Puis c'est cesser de croire que certaines parts de nous méritent d'exister alors que d'autres, non. Et l'amour de soi, là, le vrai, c'est reconnaître que chaque énergie en nous, même la plus confuse, cherche à retrouver une fonction juste. Puis c'est à partir de là, et seulement à partir de là, qu'on peut commencer à vivre une vie qui est alignée. Une vie où on ne se trahit plus pour être aimé, où on n'a plus besoin de saboter ce qui nous élève puis ce qu'on aime, parce qu'on n'a plus peur de se voir, parce qu'on commence enfin à s'aimer en entier.